par ce titre complètement fou. Complètement fou. Un article exclusif de Politico qui raconte que depuis des semaines, les développeurs, donc on est ici dans un business que pour apparemment Trump connaît bien, hein, qui est donc la Ouais. construction, euh, fait le siège de la Maison-Blanche et ils sont accompagnés de Mike Johnson, ils sont accompagnés de plusieurs élus qui viennent confirmer ça. Et cette phrase qui dit le sud du Texas ne sera plus jamais rouge. Le sud du Texas, qui est un territoire qui a voté très largement pour Trump en 2024. Ça lui a permis, entre autres, de remporter le Texas, mais pas que, parce que c'est là qu'il y a ce vote latino. Je vous rappelle que Donald Trump est le président et le candidat républicain, tout simplement, au-delà de président ou pas, qui a gagné le plus de votes latinos de l'histoire des États-Unis. C'est une des spécificités de Donald Trump. Il a surperformé chez cette catégorie électorale. Et là, on voit que les élus de la Chambre, des sénateurs et des groupes qui ont soutenu Donald Trump font le siège de la Maison-Blanche en disant c'est fini. La politique ICE, ce qu'on est en train de faire, non seulement ça va entraîner nos pertes, nous qui développons des zones commerciales parce qu'on n'arrive plus à trouver des travailleurs, donc on n'arrive plus à gagner de l'argent. Résultat, l'immobilier qui existe est en forte augmentation parce qu'il y a de moins en moins de nouvelles habitations, parce qu'on ne peut plus les construire. Donc vous avez les électeurs qui sont mécontents parce que le coût de la vie augmente. Et la troisième chose, c'est ce vote latino qui voit ce que vous êtes en train de faire de partout. On n'est plus à chasser les pires des pires, Ouais. mais des familles, des travailleurs. Et ces gens-là, ils ne sortent plus, mais ils sortiront pour une chose, pour aller voter, et ils vont aller voter contre vous. Et là, on découvre dans cet article exclusif à Politico qu'il y a eu de plusieurs multiple meetings, donc qu'il y a eu plusieurs meetings ce dernier mois à la Maison-Blanche et au Congrès pour raconter comment cette politique anti-immigration de Deportation Now a des effets terribles de manière électorale. Et ce qui est à l'origine de ces meetings-là, c'est évidemment l'élection dont on vous parlait, tu peux avancer, l'élection qu'on vous parlait du côté de Fort Worth. Et donc, de regarder cette phrase-là, C'est fou et de voir ça. c'est le président de l'Association des constructeurs du Sud Texas qui est un électeur Trump, dont l'association avait appelé à soutenir Donald Trump, avait fait campagne pour Donald Trump et avait organisé des levées de fonds pour Donald Trump. Il a dit, mais moi je vais prendre le courage, parce que je reste un républicain, d'aller sonner l'alarme, même si ça me porte préjudice. Et c'est pour ça que on est passé, hein, vous en êtes rendu compte, il y a quelques mois, on vous montrait ce genre d'article, mais c'était des sources anonymes. Ouais, là c'est plus le cas. On n'a pas peur de dire la chose, on n'a pas peur de dire qui on est. La seule chose où on a peur, on voit, c'est ces employés qui ont peur de venir travailler et que donc ils vont perdre ce vote hispanique. Regardez, on parle de comment le vote hispanique, c'est une des pièces que tu viens de nous dire, sont en train d'abandonner le parti républicain. Oui, in droves, c'est-à-dire c'est par dizaines et dizaines. C'est un exode de masse. Et donc, vous voyez que ces réunions ont eu lieu avec Susie Wiles, avec Mike Johnson et avec des élus. Et donc, il y a une véritable inquiétude sur le terrain parce que coût de la vie et politique migratoire. Et évidemment, Ensuite, ouais. et donc, je suis vraiment ravi qu'on ait fait cette émission. On était vraiment allé à fond dans l'explication de la manière dont on votait au Texas, etc., etc. Le point de départ, c'est ça. Hein, c'est intéressant parce que, et c'était ce qu'on vous avait dit, mais c'est pas pour dire, regardez, on vous l'avait dit, mais comment ces élections locales, qui souvent bon, vous allez me dire, c'est sur X, c'est normal, vous allez avoir des comptes pro-Trump, y compris dans la fachosphère, qui vont vous expliquer
fachosphère francophone, ouais, non, mais c'est pas important, c'est une petite élection au Texas. Vous voyez comment, plus que les sondages, c'est le thermomètre, ces élections-là, et comment ça fait paniquer. Donc ça, c'est la situation. Et cette nouvelle panique pour le Texas et ailleurs vient d'un document qui a été distribué ces derniers jours, c'est comme ça que je l'ai eu, qui a été distribué ces derniers jours au sein des républicains, au sein du bureau de Mike Johnson, par exemple. C'est cette étude qui a été faite par ce groupe qui s'appelle ABC, comité en français, comité des 100 sur l'électorat latino. Et la conclusion, on va rentrer dans les détails de cette étude, c'est que, vas-y, tu peux passer au deuxième extrait, c'est que le Congrès, l'avenir du Congrès est entre les mains du vote latino. Il est entre les mains du vote latino. Ils ont fait des études extrêmement précises au Texas, en Californie, au Colorado, en Floride, en Arizona, au Nevada, au New Jersey, à New York, au Nouveau-Mexique et en Pennsylvanie, sur justement tous ces sièges qui sont extrêmement compliqués pour les républicains. Alors, pour vous compreniez bien la situation, les démocrates, en novembre prochain, ont simplement besoin de maintenir leurs élus. Aujourd'hui, il n'y en a personne en danger. De maintenir les élus et de flipper, de retourner 3 sièges. 3 sièges. La semaine dernière, le DNC, le Parti démocrate, a annoncé que, contrairement à Donald Trump qui a ses 300 millions et qui ne s'en sert pas, qu'ils allaient désormais investir de l'argent, follow the money, dans 44 sièges qu'ils pensent pouvoir gagner. 44 sièges. Ils ont besoin d'en gagner 3 pour prendre la majorité. Évidemment, là, c'est de prendre la plus grande majorité. Attends, si tu peux revenir 2 secondes sur cet article-là. Donc, ils estiment qu'un crossover, c'est-à-dire des électeurs latinos qui ont voté républicain en 2024, qui vont voter démocrate cette fois-ci, un crossover, donc un passage de 10 à 15 points, c'est vraiment des hypothèses limitées, permettent de faire perdre la Chambre des représentants aux républicains et potentiellement le Sénat. On va rentrer dans le détail. Cette enquête-là, elle est terrifiante si vous êtes un élu républicain. On va voir. Donc, cette étude démontre que, comme on l'a vu dans toutes les élections de 2024, on l'a vu lorsqu'il y a eu le vote sur la Prop 50, on l'a vu le 4 novembre dernier, le vote latino est celui qui est en train de bouger le plus rapidement. C'est-à-dire qu'en principe, et c'est le cas des républicains, si Donald Trump a gagné en 2024, a fait ce score-là parmi les latinos, ça a été un travail de 30 ans pour arriver là. C'est pas Donald Trump qui est arrivé et du jour au lendemain, l'électorat a changé. Ça a été un travail sur le terrain, des millions de dollars investis, des volontaires, etc., pour arriver à ce niveau-là. Mais comme tout ce que touche Donald Trump meurt, ce travail de 30 ans, et c'est quelque chose qu'explique très souvent Mike Madrid, dont je vous ai déjà parlé, qui est le plus grand expert américain du vote latino, et qui est lui-même un républicain, anti-Trump, mais un républicain quand même, il dit c'est la première fois que, quelle que soit une catégorie électorale, il y a un changement aussi rapide. Donc en 2024, on a voté républicain. En 2026, on va venir voter démocrate. Donc vas-y, on va rentrer dans les détails de cette enquête qui démontre que, par exemple, alors là, ça devient excellent,
c'est que ce fameux, tout à l'heure on nous en parlait, là, tu as passé le message, ce fameux redécoupage électoral qui a été fait par les républicains, qui a lancé le redécoupage en Californie, il a été fait sur les chiffres de 2024. Donc, lorsqu'on a fait ce découpage, on s'est dit, bah, tiens, où est-ce que Donald Trump a bien performé? Et on va faire le redécoupage autour de ça. Ouais. Mais dans la réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en fait, il est construit sur ce qu'on appelle un vote statique. Le fait que les Latinos de 2024 vont voter pour la même manière en 2026. Et c'est exactement le contraire. Ouais. Et donc là, eux vont extrêmement loin en disant que non seulement cette volonté de rajouter des sièges ne va pas fonctionner, mais au contraire, elle va rajouter des sièges aux démocrates. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Quand on voyait que c'était la volonté de Trump, il avait insisté pour avoir ça. Et regardez, donc c'est ce genre de résultat. Donc, on va voir au Texas ce que ça veut dire. Donc, vous voyez le tableau du haut, si Thomas, tu peux nous zoomer dedans. Le tableau du haut, ce sont les différents sièges et avec le nouveau découpage. Et vous voyez que le nouveau découpage garantit des zones qui sont républicains plus 6 à républicains plus 20. Donc, on se dit que l'idée, c'était qu'il gagne tous ces sièges-là et qu'il n'y ait plus d'élus démocrates au Texas. C'est vraiment la volonté. Mais il y a, c'est hispanique, c'est la colonne hispanique CVAP, c'est un nombre extrêmement important d'électeurs d'origine hispanique. Et regardez ce qui se passe lorsque, c'est le tableau suivant, lorsque on fait que 10 ou 15% de ces électeurs qui ont voté Trump en 2024 votent désormais démocrate. Je vous rappelle que les chiffres des dernières élections, y compris de celles de Fort Worth, démontraient que ce n'était pas 10, 15, 20, mais entre 30 et 60% ce shift-là. Mais restons à 10-15. Mais restons 10-15%. Vous voyez que, par exemple, le siège de Cuellar, le premier, on passe de républicain plus 6 à démocrate plus 11. Et ça, c'est que le 10%. Si on est à 15, regardez, on va jusqu'à 19-6. C'est vraiment des swings énormes. Oui, et ce qui veut dire que si vous regardez les 3, les 2, ça dépend les 10 ou les 15, pour ce shift, vous regardez les 2 ou les 4 premiers, on passe dans des votes garantis républicains à des votes démocrates. Et De La Cruz et González, eux, sont dans des zones extrêmement sensibles, du 0,3 et du 2,6, c'est-à-dire que s'il y a une bonne campagne des démocrates et si la situation ne s'arrange pas pour Donald Trump, ce sont des sièges qui vont également basculer. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'un avantage mathématique dans la marge d'erreur. Il n'y a plus que 2 sièges qui sont protégés, qui sont celui de Johnson et de Nellis. Le reste, parce que les démocrates, les électeurs latinos, ont décidé de démissionner du parti républicain, pas démissionner, mais de quitter le parti républicain. Et le même phénomène, vous avez... regardez, là, si tu peux revenir sur ce dernier document, c'est ce que je vous ai expliqué. On vous explique que la manière dont la nouvelle carte a été faite, elle a été faite autour de cette concentration du vote latino, en se disant c'est bon, en 2024, ils ont voté pour nous, c'est acquis, même si on en perd quelques-uns, ça va mettre 30 ans pour qu'on les perde. Non, ça a mis 1 an pour perdre cet électorat-là. Et même effet, le rapport va plus loin, on va passer très rapidement, dans tous les États. Et ils ont fait l'étude en Pennsylvanie de 3 sièges tenus par des pro-Trump, des élus MAGA, en démontrant qu'ils vont perdre l'élection à cause de ce shift-là. Donc 3 sièges, pourquoi je vous ai mis la Pennsylvanie? Parce que 3 sièges, c'est les démocrates qui ont la majorité. Et on va voir que c'est le cas de tous les États dans lesquels ils ont fait leur étude. La Floride, pareil, où vous avez donc désormais des situations où, avant le début de la campagne, vous avez des endroits où on était à R40, R plus 40, où on passe à R plus 16. Avant le shift,
avant le chiffre des latinos. Donc, il n'y a plus aucun endroit aux États-Unis, et c'est pour ça que le Sénat, d'un coup, devient en jeu, qui est assuré pour les républicains. Si ce même phénomène de vote de vote latino qui passe de républicain à démocrate se passe pour le Sénat, le candidat démocrate gagnera le Sénat du côté du Texas. Et vas-y, on continue. En Californie aussi. Californie, exactement la même chose. Donc là, ce sont des sièges californiens qui sont actuellement qui sont détenus par des républicains, qui passent démocrates grâce à ça. Et vous allez voir qu'il y a toute une autre liste d'États où c'est exactement la même chose. Et donc, vous voyez, je vous rappelle, le chiffre magique, c'est 3. Regardez le nombre de sièges, Nouveau-Mexique, Arizona, New Jersey, New York, Nevada, qui passent de républicains à démocrates grâce à cet abandon de masse du vote latino à cause de ICE. Je trouve qu'il y a une justice extrêmement intéressante. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en novembre 2026, le vote latino va déterminer le contrôle du Congrès, Chambre des représentants et Sénat. Chambre des représentants et Sénat. Énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on va du côté de Polymarket, même si ce rapport n'est pas mainstream pour l'instant, regardez Polymarket, on est en train de voir l'impossible, de se dire, tiens, il y a ces courbes qui sont en train de se croiser. Donc évidemment, tout ça, c'est un pari, mais regardez les sondages. Le dernier sondage, alors il y a un sondage Fox News qui a été publié qui va à peu près dans les mêmes chiffres, mais je vous ai choisi celui-ci parce que je trouvais que la méthodologie était extrêmement intéressante. C'est un nouvel organisme de sondage qui est relativement, par rapport à sa méthodologie, à ses échantillons, qui est relativement apprécié. Et donc, ils sont allés faire ce sondage sur pour qui allez-vous voter en 2026, le 3 novembre prochain à la Chambre des représentants. Il y a 4 catégories d'électeurs. Les adultes, ceux qui sont inscrits, ceux qui sont inscrits et qui vont peut-être voter, donc qui sont inscrits de manière volontaire, et puis, le plus important, les likely voters. C'est-à-dire, ce sont des Américains qui sont déjà inscrits, et quand on leur demande « vous allez voter », c'est oui. C'est oui. Et on teste ça, comme nous l'expliquait Jean-Marc Léger, en disant « mais vous savez quand est-ce qu'on va voter ?» Oui, oui, on va voter le 3 novembre, et en plus de ça, les primaires, c'est telle et telle date. Et on se rend compte que lorsqu'on regarde les likely voters, les démocrates font plus de 51% des voix et que les républicains font 43%. Je vous avais déjà parlé de cette différence-là en vous disant que si on rentrait dans une différence de 7 à 10 points, le Sénat serait en jeu. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et donc, c'est pour ça que les républicains sont terrifiés. Je vais vous montrer le style de publicité, parce que du coup, il y a les démocrates sont extrêmement offensifs, parce qu'on est en train de se dire, tiens, non seulement on va peut-être garder tous nos sièges au Sénat, mais on peut en conquérir d'autres. Je ne vous parle même pas de la Chambre des représentants. Regardez la pub faite contre Collins. Collins, c'est une de ces élues républicaines qui est en danger et qui risque, elle est sénatrice, et qui risque de perdre sa place le 3 novembre prochain. Vas-y, Thomas. Susan Collins. For 30 years in Washington, she's been very concerned. I have a number of concerns. I'm also concerned. Collins is always concerned, but never courageous. Caving to Trump on healthcare. Concerned. On affordability. Concerned. On ICE. Concerned. I am very concerned. Susan Collins. 30 years of concern. Never enough courage. That was of great concern to me.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est devenu une blague sur les réseaux sociaux où à chaque fois elle dit qu'elle est inquiète, concern. Ouais. Et en fait, c'est devenu un argument contre elle en disant elle n'a jamais le courage de voter contre. Elle est toujours inquiète et rien ne se passe. Donc là, je vous ai montré l'exemple en détail du Texas. On va faire une petite pause et on va parler très rapidement de la Géorgie parce que du côté de la Géorgie, il y a un indice qui démontre combien le Parti républicain est paniqué et combien on est en difficulté en pensant aux prochaines élections et à la majorité au Congrès. C'est tout de suite après ça.